contente de retrouver bien évidemment des collègues, de retrouver des connaissances plus ou moins de longue date, des étudiants bien évidemment, vous tous qui partagez avec nous, avec moi, la passion du droit, en l'occurrence la passion du droit administratif. Merci à l'AENA, à l'ANJA pour cette initiative qui nous permet de parler sans état d'âme, sans tabou, même s'il faut quelquefois un peu choquer. Nous permet de parler de la justice administrative, des juges administratifs. C'est vrai que ce n'est pas la première fois. Il y a eu déjà des réflexions, des colloques, des tables rondes, des écrits autour de cette question. Malheureusement, c'est vrai aussi qu'on relève que les choses semblent être un peu figées. Tout au moins n'évoluent pas comme on le souhaiterait. J'espère, puis sur nous en tout cas, cette fois-ci, peut-être être un tout petit peu entendu. Et si ce n'était pas le cas aujourd'hui, merci à l'AENA, merci à l'ANJA, de nous faire revenir encore l'année prochaine, si c'est nécessaire. La persévérance vient à bout de tout. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par mes amis, par mes amis tout à l'heure. J'ai envie de dire, tout a été quasiment dit. Et c'est un peu difficile, je suis un peu perplexe, c'est un peu difficile maintenant que je dois intervenir parce que beaucoup de choses ont été dites. L'essentiel a été dit. Ceci étant, je voudrais revenir sur ce que Madame Rakotoarvelo déjà a un peu évoqué, c'est un tout petit peu le contexte. Je vais revenir sur des considérations d'ordre général, un tout petit peu théoriques, mais qui va nous permettre de toucher un peu plus du doigt peut-être l'ampleur du défi du juge administratif malgache. Permettez-moi, je le dis souvent, de dire malgache et de ne pas dire malagache, puisque j'ai regardé un peu dans le dictionnaire, je n'ai pas trop dans le dictionnaire français, la langue française ne nous appartient pas, nous l'empruntons, et dans le dictionnaire français, je vous avoue, je n'ai pas trouvé le terme malagache. Dans la langue française, on dit malgache, et donc je me permets, parce que je parle en français, de dire malgache. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Je voudrais d'abord aborder un peu le contexte. Peut-être pas le contexte, parce que vous l'avez abordé, Madame Rakotoarvelo. Je vais aborder le contexte malgache, me placer peut-être sur un terrain un peu terre-à-terre, mais qui va, après, dans un deuxième temps, me permettre de faire peut-être un peu plus de prospective. Alors, le contexte, je veux vous parler du contexte malgache. Et pardon d'avance d'avoir peut-être à choquer, si vous voulez, parce que ce contexte détermine beaucoup de choses, même pour le juge administratif. Le contexte, eh bien, c'est Madagascar. Ici, c'est Madagascar. Voilà. Alors, c'est Madagascar, donc, vous le savez, vous le vivez, nous le voyons, l'organisation des pouvoirs, et je ne fais pas encore du droit administratif, l'organisation des pouvoirs telle que cela ressort de la Constitution, mais telle que cela ressort également de la pratique du pouvoir. Et c'est un élément important que cette pratique du pouvoir, Maître Lydia, on a touché un petit mot tout à l'heure, nous fait dire que nous vivons, et je vais parler très gentiment, nous vivons dans une démocratie exécutive. Le terme n'est pas de moi, c'est-à-dire que nous vivons dans un pays où il y a une implication très prégnante du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir dominant. Le pouvoir exécutif qui est représenté, qui est incarné, et, en tout premier lieu, par le président de la République, par le chef de l'État. Et je vais reprendre
une autre expression qui n'est pas de moi. On retrouve ça dans des ouvrages. On a parlé de république du président, république présidentielle. Ça, c'est notre contexte. On n'est pas les seuls à être une démocratie exécutive. Une des manifestations de ce dynamisme du pouvoir exécutif, c'est la prégnance de ce que l'on peut appeler l'État administratif. Je voudrais vous rappeler, vous le savez, que l'administration, c'est le bras, si vous voulez, politique du pouvoir exécutif. La Constitution nous le dit, le Premier ministre, c'est le chef de l'administration. Donc, c'est vraiment un exécutif qui est très fort. J'ai parlé gentiment de démocratie exécutive. Si je veux être un peu plus sévère, si vous voulez, si je veux choquer un peu plus, je vais dire que nous vivons dans une démocrature. Le terme, je ne l'ai pas inventé. Il n'est pas de moi. C'est un néologisme qu'emploient ceux qui observent la politique. Une démocrature, c'est quoi? C'est une forme de gouvernance qui va combiner les apparences formelles de la démocratie. C'est un régime qui emprunte certains attributs de la démocratie. Oui, on dirait qu'il y a séparation des pouvoirs. Oui, on dirait qu'il y a pluralisme, qu'il y a un pluralisme, mais qui néanmoins est dirigé d'une façon autoritaire. Voilà vous prenez un ouvrage, vous prenez même le dictionnaire, voilà ce qu'est une démocrature. Une démocrature, elle se caractérise également par un mode de gouvernement organisé autour d'un culte d'un homme fort. Alors, une démocrature ne s'appuie pas sur la terreur. Ne s'appuie pas sur la terreur, mais allez, on va dire sur parfois une répression ciblée contre toute forme, on va dire toute forme d'opposition. Voilà comment généralement on définit une démocrature. Et donc, entre démocratie exécutive et une démocrature, il peut y avoir un glissement de telle sorte que oui, de la démocratie exécutive, on passe à une démocrature. Alors, je vous parle du contexte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, où sommes-nous dans tout cela? Allez, pour être gentil, je vais dire que peut-être, et c'est vraiment une opinion qui n'engage que moi personnellement, nous sommes à mi-chemin entre démocratie exécutive et démocrature. Notre gouvernance navigue un peu entre les eaux de cette démocratie exécutive et la démocrature. Mais pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que je vais maintenant vous parler de l'administration. Nous sommes toujours dans le contexte global où va évoluer donc le juge administratif. Puisqu'on est dans une démocratie exécutive, dans une démocrature, ça signifie quoi? Très concrètement, vous le savez tous, je ne vous apprends rien, mais je voudrais quand même vous le rappeler, ça veut dire que on a un exécutif très fort, ce pouvoir exécutif, il est d'abord, en tout premier lieu, source de droit. Ça va? Source de droit avec un pouvoir réglementaire très fort, si vous voulez, avec donc une administration qui commande tout, qui peut imposer, Maître Lydia Racoult en parlait tout à l'heure, qui peut imposer sa volonté. Il n'a besoin de personne pour ça, et j'ai envie de dire, il n'a pas besoin, parfois, ni du Parlement, mais si, il en a besoin un peu, mais vous allez comprendre pourquoi je dis un peu, et il n'a pas besoin d'un juge pour pouvoir commander.
pouvoir exécutif, il peut tout faire, il peut tout entreprendre. Il peut aussi décider de ne rien entreprendre, de ne rien faire, de ne rien décider. Il fait tout ce qu'il veut. Lorsque vous venez auprès d'une administration, vous demandez quelque chose, on vous répond, c'est bien, elle ne veut pas vous répondre, ce sera comme ça. Voilà concrètement comment les choses se passent avec l'administration. Bien évidemment, l'administration peut accepter ou vous refuser tel ou tel autre avantage. L'administration peut vous sanctionner. On dit qu'elle détient le monopole de la violence légitime. Bref, l'administration fait tout. Elle fait même l'arbitraire. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est une réalité. Oui, vous allez me dire, comment osez-vous dire, vous qui enseignez du droit administratif, comment osez-vous dire que l'administration peut tout faire? Maître Lydia en a parlé tout à l'heure, mais oui, il y a le principe de la légalité, donc c'est pas tout à fait vrai. L'administration ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai envie de vous dire, et je parle de la réalité concrète, c'est vrai, il y a le principe de la légalité, on l'enseigne aux étudiants, mais j'ai envie de vous dire, il ne faut pas s'extasier sur le miracle que constitue la soumission de l'administration au droit, sur le miracle de l'état de droit, parce que matériellement, aucune force ne peut contraindre l'administration. Et j'ai envie de vous dire, peut-être a-t-on sous-estimé justement cette chose-là, et quelque part, même les universitaires assument une certaine responsabilité, parce qu'à force de répéter depuis des lustres aux étudiants que l'administration est soumise au droit, peut-être que nous sommes persuadés que c'était réellement le cas, et on a contribué quelque part à entretenir une certaine quiétude, si vous voulez, une certaine quiétude sur la manière de faire de l'administration. Au risque de vous surprendre, au risque de vous choquer, oui, je vais le dire, le droit ne représente pour l'administration, j'ai envie de dire, qu'une contrainte relative. C'est la réalité. Pourquoi je le dis? D'abord parce que ce droit, pour une part importante, est l'œuvre de l'administration. Ce pouvoir réglementaire autonome, très important, que détient l'administration. Elle crée le droit, elle décide aujourd'hui, demain elle change d'avis, voilà. C'est comme ça. Il faut avoir conscience aussi que l'administration, et j'ai envie de dire, ça fait partie de l'ordre normal des choses, l'administration, oui, viole le droit, viole la loi. Et j'ai envie de vous dire, ça fait partie de l'ordre normal des choses, et de toute manière, si elle ne le faisait pas, on n'aurait même pas besoin d'être là, on n'aurait pas besoin de juridiction administrative. Donc c'est quelque chose qui relève du quasi normal. Alors parfois elle viole directement, purement et simplement, parfois d'une manière un peu plus contournée, si vous voulez. Parfois, elle est excusée de le faire, même quand on est dans des circonstances exceptionnelles, et elle a beaucoup de moyens de le faire. Pour violer directement, voilà, il y a une loi, oui. Il y a une loi et elle ne prend pas les règlements d'application, et puis la loi reste lettre morte. Elle peut changer la loi, tout le monde le sait, à travers les circulaires qui viennent interpréter, qui viennent changer les choses. Voilà l'administration. C'est vraiment un constat vraiment sans état d'âme que je vous présente. Et face à cette administration, il y a nous les administrés, que vous êtes, que je suis, les administrés
qui sont en situation d'infériorité pour se défendre contre éventuellement l'arbitraire. Vous allez me dire, oui, mais les administrés ont des droits également. Il peut s'en prévaloir. Oui, mais en tenter, à un moment très précis, je suis victime d'un arbitraire de l'administration. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? En tenter. Au moment où se passe cette chose-là, vous allez crier par-dessus les toits, dire mais oui, mais je suis dans mon bon droit, voilà, vous allez crier, je sais pas, approcher des médias, j'en sais rien, utiliser Facebook, au risque d'ailleurs après d'être poursuivi, je ne sais pas pour quelle infraction, je ne sais pas. Non, c'est pour vous dire. C'était pour vous dire. Administration, administrer, c'est le pot de fer en face du pot de terre. Voilà. Et on connaît la culture malgache. On la connaît, cette culture malgache. Même les juges administratifs l'ont dit, c'était lors d'un colloque de l'ANJA en 2014. Cette culture malgache qui a du respect et à la fois de la crainte par rapport aux Fanzakan et qui se trouve finalement qui ressent, qui perçoit qu'il est dans une équation improbable, si vous voulez, lorsqu'il est en conflit avec l'administration, qu'il n'aura pas gain de cause. C'est ça ce que ressent l'administré. Il sait qu'il est un pot de terre et qu'il a en face de lui un pot de fer. Alors, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste donc à l'administré? Eh bien, à l'administré, lorsqu'il se sent lésé, eh bien, il lui reste le juge administratif. Je vais le dire clairement, le pouvoir exécutif. Il n'a pas besoin du juge administratif. Il est très fort. Il est très fort. Et donc, finalement, le juge administratif, qu'est-ce qu'il représente? Eh bien, on le dit, c'est le rempart. C'est le rempart, c'est le juge des libertés, c'est le juge des droits des administrés. L'administration, on en a parlé lorsque nous avons préparé cette rencontre, on en a parlé. Maître Lydia disait, parfois on a le sentiment que le juge administratif est avocat de l'État. Mais l'État, il n'a pas besoin de ça. Il est très fort. Celui qui a besoin de ça, c'est l'administré. C'est le pot de terre qui a besoin du juge administratif. Ceci pour vous dire que le défi, tel que je le pense, eh bien, c'est de faire du juge administratif le juge des droits et des libertés. Voilà. C'est pour ça que, soit dit en passant, je n'aime pas cette appellation Conseil d'État. Ça fait peur. Ça fait peur à l'administré. Et surtout quand on le traduit en malgache, Filankeften Fanzakan. Ben oui, mais si c'est le conseiller, c'est l'État, c'est donc cet exécutif, mais ça fait déjà peur. Et donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut changer de nom. Je ne sais pas, Fitsaran, ni Fanaramash, ni Fanzakan. Enfin, voilà. Voilà le contexte, si vous voulez, que je voulais vous décrire. Pour ce qui, à mon sens, est un véritable défi. Le juge administratif, juge des droits et libertés. Je pensais faire vite et puis finalement, bon. Alors, par rapport à ce contexte, eh bien, il y a le défi des moyens. Pour que le juge administratif soit juge des droits et libertés, il y a donc un défi des moyens. Je ne veux pas parler des moyens matériels ou financiers, je ne les connais pas, mais peut-être que notre dispositif juridique est encore un peu lacunaire par rapport à cela.
il faudrait envisager de modifier des textes, de créer des nouveaux recours, parce que le recours pour excès de pouvoir, que maître Lydia Racoult a bien expliqué tout à l'heure, il est étriqué. C'est un recours étriqué, vous rendez-vous compte. On demande à un administré, finalement, de se mettre en avant, parce qu'il n'existe pas d'action publique, de se mettre en avant. Lui qui est déjà en situation d'infériorité, on lui demande de se mettre en avant, puisque c'est lui qui doit faire une requête pour aller attaquer l'administration. Mais il a peur. Donc, il faudrait peut-être inventer, revoir 2004-036, enfin revoir les textes, créer de nouveaux types de recours pour se parer contre les différentes formes de violation de la légalité que commet l'administration. Nous avons essentiellement le recours pour excès de pouvoir, un contrôle objectif. Il faut d'abord, concernant le recours pour excès de pouvoir, abandonner cette conception d'un contrôle objectif. L'inférieur, c'est loin ça. Créer d'autres recours. Moi, je vois, il y a des étudiants ici. Les modèles... allez, 5 minutes. Les modèles européens nous donnent des exemples dans le droit allemand, dans le droit britannique. Oui, il y a des recours qui obligent l'administration, qui permet au juge qui permet de faire une action pour obliger l'administration à émettre un acte administratif, qui permet d'obtenir une prestation de l'administration, ce que l'on n'a pas dans notre droit. Oui, dans le droit français, oui, il y a des recours qui peuvent nous inspirer, référé suspension, référé liberté, tout ça, on peut l'imaginer. Mais en attendant une réforme législative, le juge administratif lui-même, on le disait, peut étendre sa compétence. 3 choses. D'abord, comment, dans sa manière de contrôler. On parle beaucoup, je n'ai pas le temps, de subjectivisation du recours pour excès de pouvoir. Ça, c'est un mouvement. C'est un mouvement du droit administratif. Le recours pour excès de pouvoir. Ça ne doit pas être simplement le recours de la légalité même avec un grand L, si vous voulez, mais on doit s'acheminer vers un juge qui met en balance des intérêts. Il y a d'une part qui n'est pas simplement censeur des illégalités, mais véritablement arbitre de tous les intérêts qui sont en présence. Et ça se fait. C'est un mouvement qui existe chez nous, qui existe déjà un peu chez nous. Mais il faut y aller. Pourquoi ? Le juge administratif qui doit contrôler tout, contrôler. Madame Racoult-Warvell parlait tout à l'heure d'un contrôle maximum. Il ne doit plus exister, il ne doit plus exister d'actes injusticiables. Je pense aux actes de gouvernement. Et même si cette fameuse ordonnance d'un dimanche soir comment dirais-je, a restreint les compétences du juge administratif. Mais oui, mais on peut manipuler, je ne sais pas, la notion de détachabilité pour revenir par derrière, si vous voulez. Il ne doit pas y avoir, selon moi, d'actes injusticiables. Contrôle maximum. Dernière chose, contrôler en se référant non pas simplement à la loi avec grand L, et je pense au mouvement de ce que l'on appelle la constitutionnalisation du droit administratif, qui fait que le juge va se référer, parce qu'il va être juge des droits et libertés, qui sont inscrits dans la Constitution, si besoin, se référer à la Constitution, au revoir la théorie de la loi écran. Voilà peut-être, oh là là, décidément, moi qui pensais faire très vite,
Mais voilà, on continuera peut-être dans la discussion. Voilà les défis.